1976, il y a donc 45 ans, le pont du Larivot faisait une entrée remarquée dans le paysage guyanais. Plusieurs décennies plus tard, l'ouvrage semble souffrir d'obsolescence. En 2009 et 2010, il est fermé pour y subir des réparations. L'ouvrage menaçait de s'effondrer. C'est à ce moment qu'est née l'idée de construire un nouveau pont, mais d'autres enjeux viennent se greffer sur celui de la sécurité routière. Il s'agit de la démographie galopante, mais aussi du développement économique. Ce nouveau projet qui prend vie, alors, répond à l'impérieuse nécessité d'aménager le territoire. Et nous y voilà aujourd'hui avec la fin des études qui acte définitivement la construction de ce nouveau pont, mais beaucoup s'interrogent. Est-ce que cet ouvrage répondra aux enjeux de sécurité et de développement? C'est l'objet de notre débat ce soir avec nos invités qui ont répondu à notre invitation. Isabelle Patient, directrice de l'habitat, de l'aménagement et de la mobilité à la CACL, mais aussi troisième vice-présidente au sein de la collectivité territoriale en charge de l'aménagement du territoire, du logement et du transport. Thierry Kefelec, le préfet de Guyane, Gilles Adelson, le maire de Macouria et enfin Jean-Marc Aimable, représentant du Conseil économique, social et environnemental. Bonsoir à tous. Bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être avec nous ce soir. Pour planter le décor afin d'amorcer le débat, je vous propose de revoir ce reportage que nous avons diffusé dans notre journal hier soir. 3 ans de travaux pour enfin en finir avec les embouteillages, en tout cas ceux générés sur le pont du Larivot. C'est la promesse. Mais la réunion du jour a surtout permis à chacun d'exprimer encore une fois des doutes quant aux objectifs de ce nouveau pont sur lequel pourront circuler jusqu'à 100 000 véhicules par jour. Le pont, c'est un élément de l'aménagement, mais il faut aller beaucoup plus vite sur tout l'aménagement de la nationale. Depuis les Maringouins jusqu'à Kourou, jusqu'à Macouria. Et on a bien vu, il faut traiter le problème des ronds-points. Le pont par lui-même ne réglera pas tous les problèmes des embouteillages. Je comprends effectivement les études techniques. Par rapport donc on nous dit effectivement que ça va tenir 40 ans. Mais chaque utilisateur qui monte sur ce pont a toujours la crainte d'avoir justement un problème par rapport à une détérioration particulière. Le maire de la ville, où doit être en partie installé le nouveau projet, n'est pas convaincu car oui, le pont actuel doit rester en service. Les experts l'assurent, le pont que nous empruntons actuellement est encore viable, au moins pour les 40 prochaines années. Inquiet lui aussi, Georges-Michel Caram. Ici, c'est aussi la pêche qui est concernée. Et surtout qu'avec les nuisances sonores, avec la pollution qui va, avec les crustacés, les huîtres, les patates qui grandissent dans cette rivière, ça va faire des nuisances et le poisson va disparaître comme quand on a fait le premier pont il y a une cinquantaine d'années pour le CNES. Thierry Kefelec est serein, le nouveau pont verra le jour en 2024 comme prévu. Les gens ont peur et on a bien vu, c'était l'anecdote, quand je monte sur un pont il bouge. Et le technicien ingénieur de surcroît dit mais heureusement qu'il bouge car quand il ne bouge plus il tombe. Donc on voit bien qu'il faut comprendre mieux. C'est vrai que le pont est très petit, il a été bien dans une certaine... Il a été construit en 1976 de mémoire, il devait correspondre aux normes. Maintenant, on a besoin d'autres normes. On peut aller pêcher sur un pont, on peut aller se balader, on peut passer d'une rive à l'autre, on peut y aller en trottinette électrique, en scooter. C'est-à-dire que le monde de la mobilité, qui était assez strict dans les années 75-80, a totalement évolué. Une voie spécialement pour les deux roues, une autre pour les trottinettes et les piétons. Plus de 120 millions d'euros pour un chantier de plus d'1 kilomètre qui doit générer 1000 emplois pendant la durée des travaux. Ma première question, pourquoi une telle levée de bouclier? On pourrait penser qu'il n'y a jamais eu de concertation avec les élus pour s'accorder sur un projet. Isabelle Patient, vous êtes élue à la CTG, troisième vice-présidente. N'est-ce pas surprenant tout ce ramdam autour de ce projet qui divise aujourd'hui? Non, enfin disons qu'en tout cas, il y a des remarques qui étaient importantes pour nous, de rappeler quand même la concertation passée. Donc en particulier la concertation qui s'est déroulée en 2018 à la préfecture sous l'égide de l'ancien préfet Faure. Donc où, on avait présenté en tout cas aux élus le projet de ce pont, enfin le pont actuel, donc à 2 fois 1 voie, alors que pour nous il était convenu que c'était un pont à 2 fois 2 voies. Donc si vous voulez, lors de cette réunion, on a un peu manifesté notre mécontentement et le fait que pour nous il n'était pas concevable d'aller construire un pont à 2 fois 1 voie désormais et de maintenir le pont actuel en l'état. Donc c'est sachant que tous les documents de planification, notamment le schéma d'aménagement régional, qui avait prévu le doublement du pont du Larivot et notamment le doublement de la RN1 jusqu'à Kourou. Donc pour nous, le doublement, c'était vraiment un pont à 2 fois 2 voies. En tout cas, lors de cette réunion, le préfet nous a expliqué qu'il était préférable avec ses équipes d'avoir 2 ponts disjoints pour des questions de sécurité,
en cas d'intervention sur le pont pour ne pas bloquer la circulation. Bref, après des débats assez houleux, on avait donné un avis favorable sur le projet actuel, mais à une condition, c'est qu'on envisage d'ores et déjà le remplacement du pont existant du Larivot, qui aujourd'hui, même si on nous dit qu'il va durer 40 ans, a montré des signes de faiblesse par le passé, mais en plus, dans le cas du développement économique, développement fluvio-maritime qu'il pourrait y avoir sur la rivière Montigny, sera un barrage, son tirant d'air ne sera pas suffisant pour pouvoir permettre la circulation des bateaux, des voiliers, des navettes fluvio-maritimes, alors que le nouveau pont va le permettre, puisque le nouveau pont a un tirant d'air beaucoup plus important, a été conçu d'ailleurs, a été modifié par l'État suite à cette concertation. Donc je tiens quand même à signaler que nos remarques aussi dans le passé, certaines d'entre elles ont été prises en compte, notamment le tirant d'air, puisque le nouveau pont a été rehaussé. Simplement, on ne peut pas concevoir d'avoir ce pont-là et de maintenir pendant 40 ans, comme on peut l'entendre, l'actuel pont du Larivot. Pour nous, il est important, dès maintenant, on va dire, dès le prochain contrat de cohésion, de prévoir en tout cas les études du troisième pont qui viendra en remplacement du pont actuel. Thierry Kefelec, pourquoi vous avez choisi de modifier le projet initial ? Il n'y a pas de modification du projet initial. Il y a un projet qui évolue et il y a un projet qui était face à l'enquête publique. L'enquête publique, c'est le dernier acte avant les travaux en quelque sorte et avant l'autorisation de l'autorité environnementale qui donnera, si vous voulez, le dernier là administratif. Lorsque je suis arrivé, je pensais que cette affaire était relativement stable. 10 ans de travail, une belle somme d'argent, 126 millions d'euros, 5. Je me disais que tout se passait bien et il y a eu un peu de bronca. C'est-à-dire, les gens se sont exprimés d'une façon assez claire et assez nette qui m'ont amené le doute. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y avait eu concertation ? Est-ce que tout le monde était au courant ? Et avec mes équipes, globalement, peut-être la durée de la réflexion, peut-être le fait de ne pas marquer complètement les décisions qui avaient été actées en 2018. J'ai demandé à mes équipes d'organiser vraiment une concertation globale pour, comprendre et surtout pas de lancer une construction d'un pont qui amènerait une insatisfaction complète. Ensuite, j'ai observé l'enquête avec la commissaire, avec toute l'indépendance qu'elle a, et les questions qui étaient posées étaient des questions importantes. Elles étaient dans le document. Je me suis dit, il y a un problème d'information globale, il fallait un rappel, et il fallait aussi peut-être ajuster certaines choses. C'était la raison de la concertation. Et à partir de là, on définit si tout est bien compris, si tout est bien à la bonne mesure de ce que les gens attendent. Et c'est ce qu'on a fait avant-hier. Jean-Marc Aimable, vous partagez ce que monsieur le préfet vient de dire ? Non, je vais quand même préciser 2-3 choses. La première chose, c'est que le CESEG n'est pas une instance politique. Que l'on soit clair, c'est une instance qui représente la société civile organisée. Alors, cette société civile, l'émanation d'un certain nombre de représentants, tout corps confondu, le sport, la culture, l'économique, l'environnement, la pêche, les secteurs agricoles. Nous sommes à peu près 58 membres. Et donc, en ce sens, il était normal que le CESEG, qui est une assemblée consultative, qui accompagne par ailleurs les instances telles que la CTG. D'ailleurs, il y a des dossiers que la CTG traite auxquels elle consulte, bien entendu, le CESEG. Nous avons rencontré les maires, les parlementaires, etc., parce que c'était un sujet pour lequel, aujourd'hui, très peu de projets territoriaux de la sorte se passent de l'avis de la société civile. On parle de démocratie participative, on parle d'implication des habitants. Aujourd'hui, c'est vrai, le CESEG est l'émanation de la parole des administrés, des citoyens, et c'était dans ce sens que nous sommes intervenus. Nous avons rencontré de façon structurée tous les acteurs du territoire. Les services de l'État, le maître d'ouvrage, la DGTM, où il y a eu une réunion de très bon augure par ailleurs, puisque nous avons pu en connaître les tenants aboutissants d'un tel projet. Est-ce que ça s'est passé en amont, pendant la concertation avec les élus notamment ? Est-ce que vous avez été saisi ? Est-ce qu'on vous a demandé votre avis ? Non. Nous avons pris l'initiative. Et ce qui est intéressant... Oui, mais les jeux étaient déjà faits quand vous avez pris l'initiative. Mais ce qui est intéressant, pour être très optimiste et anticiper l'avenir, c'est que à l'avenir, d'autres projets de la sorte, nous espérons que le CESEG et la société civile sera impliqués le plus en amont, justement, et ne pas attendre qu'on arrive presque à la finalisation d'un projet structurant qui impacte le cadre de vie des habitants. Donc en l'occurrence, néanmoins, il était de notre devoir de pouvoir rencontrer tous les acteurs. Nous avons rencontré le service de l'État, nous avons rencontré les parlementaires, le représentant de l'association des maires, la conférence des maires, la CTG, en l'occurrence Madame Patient.
Nous avons rencontré tous les acteurs, les chambres consulaires aussi, qui ont émis des avis extrêmement intéressants, convergents, sur effectivement cet ouvrage. Peut-il répondre aussi à une problématique à caractère global, et notamment sur le plan du développement économique, la partie fluviale. On parlait du tirant d'air, Madame Patient en parlait. Certains nous disent que 11 mètres ne suffirait pas. Quoi qu'il en soit, il se trouve qu'il y a un pont qui jouxte le nouveau pont et qui donc de toute manière ne pourrait pas permettre un déplacement fluvial, notamment sur le domaine de la marchandise et du fret. Donc ce sont toutes ces problématiques que nous avons entendues, écoutées, retranscrites et émis du coup un avis avec bien entendu des préconisations. C'était le rôle du CESEG. L'objectif n'était pas d'avoir des jugements de valeur, c'est vraiment de diagnostiquer, d'analyser, parce que c'est ça, aujourd'hui, la société civile attend aussi des représentants pour lesquels elle les nomme, elle les consulte, et pour lesquels nous devons, nous, ensuite en faire part à tous les partenaires, que ce sont autant les collectivités territoriales que les services de l'État. Oui. Gilles Adelson, vous êtes le maire de Macourien, on vous a souvent entendu sur cette question, le pont du Larivot. Aujourd'hui, comment vous appréciez la situation? Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous êtes déçu justement du fait qu'on n'a pas vraiment pris le rôle des élus au sérieux, un rôle toutefois assez mineur aujourd'hui? Assez mineur, bon. Enfin, je ne reviendrai pas sur ce qu'a dit tout à l'heure Madame Patient, puisque j'étais effectivement donc, dans cette réunion concernant donc la possibilité ou l'exigence d'avoir, si on n'avait pas effectivement un pont digne de ce nom, à la dimension que nous souhaitions pour notre territoire, qui est donc cet engagement donc d'avoir un pont parallèle à celui qui va être construit. C'était clair, effectivement, tous les arguments qui nous ont été proposés ou présentés en termes donc de sécurité et autres ont permis effectivement d'aller dans ce sens. Nous avons effectivement, après discussion avec la préfecture, nous avons effectivement accepté donc cette construction, puisque l'engagement donc de construire un troisième pont, puisque comme l'a dit tout à l'heure Monsieur Emab, celui qui est là ne permettra pas effectivement toutes les possibilités en termes donc de traversée fluviale ou donc de promenade et autres, que l'engagement soit pris sur ce troisième pont. C'est ce qui a été fait. On y reviendra. Non, mais permettez, ça a été fait, et à partir de là, effectivement, nous nous inscrivons donc dans cette dynamique donc de construction. Oui. Tout de même, dans l'opinion publique, l'impression qui se dégage de ce que nous venons de voir ces derniers jours, c'est que les élus n'ont pas participé à la concertation. C'est le sentiment que l'opinion publique a aujourd'hui de cette situation. Effectivement, et je remercie effectivement donc monsieur le préfet donc d'avoir pris cette décision de faire ce Facebook Live qui a permis donc de voir, de présenter du moins à toute la population et surtout de prendre la décision d'inscrire dans le marbre ce qui a été dit afin que personne ne puisse dire qu'il y a après eu des réunions. La réunion qu'on a eue en 2018, effectivement, elle n'a pas été médiatisée, elle n'a pas été vulgarisée, mise dans la rue, ce qui fait que toutes les décisions qui avaient été prises à cette époque n'ont pas été suivies des faits immédiatement. Oui. Thierry Kefelec, une réunion, celle que vous avez organisée hier avec les élus notamment, c'était pour la forme, puisque visiblement la décision était déjà arrêtée de faire ce pont tel qu'il est présenté aujourd'hui? Alors globalement, on ne fait pas une réunion avec l'ensemble des élus, avec de Facebook Live, avec des verbatims qui vont être inscrits pour la forme. C'était important pour moi d'engager 126 millions d'euros au nom de l'État dans quelque chose qui va servir au quotidien des Guyanais et des Guyanaises, et évidemment avec un accord complet de l'ensemble de la puissance publique. Ce pont, on le retrouve dans le contrat de convergence et de transformation, sur des crédits qui sont mutualisés avec d'autres. C'était, je pense, non pas de mettre au pied du mur tout à chacun, sinon honnêtement j'aurais commencé je dirais la réunion moi-même, annonçant ce qui allait se faire. Au contraire, j'ai préféré en faire la conclusion et tracer une sorte de focus de cohérence. Cohérence de dire demain, on sera content d'avoir ce pont parce qu'il n'est que la première étape. Et on sait bien que d'autres étapes doivent arriver parce qu'un pont seul sur lequel on pourrait rouler à 90, si le système routier est embolisé, ça ne sert à rien. Et là, vous parlez de l'aménagement de la route nationale 1, très certainement. Qui est une deuxième étape. Ça fera partie de notre seconde partie d'émission. Ce pont, à quoi il va ressembler?
Il ressemble à un ouvrage d'exception. Actuellement, vous savez, il y a très peu en métropole de ponts construits. On a presque fini l'ensemble des systèmes routiers. Ce n'est pas facile aussi au niveau environnemental, de besoin de personnes, et ça va être un pont assez exceptionnel avec des conséquences techniques. Il faudra le chercher, la roche la plus dure, à plus de 45 mètres de profondeur, de respecter l'ensemble de l'environnement, qui sera aussi une des questions posées, et surtout de correspondre exactement à la sociologie des gens. Sur ce pont, on pourra y aller en scooter, on pourra y aller en trottinette, on pourra y aller à pied, en vélo électrique, en bus, en TCSP. Donc on voyait bien que toute la gamme de la mobilité douce ou un peu plus rapide ou organisée va pouvoir être possible. Et c'est ça l'important, c'est de ne pas voir de la route, mais de voir un moyen d'accéder soit à ses loisirs, soit à son travail, ou uniquement prendre le temps de passer d'une rive à l'autre. Alors on a bien compris qu'à travers les échanges qui ont eu lieu hier, qu'un troisième pont était envisagé. L'annoncer de cette façon peut être traduit comme étant une stratégie pour faire passer ce que d'aucuns considèrent comme une pilule au goût plutôt amer. C'est une opinion qui amènerait à dire qu'on ne peut pas, élus, puissance publique, préparer l'avenir. Il est évident que tous les 4 ans, vous avez un contrat de convergence-transformation dans lequel l'État et l'ensemble des élus se réunissent et définissent l'avenir. Je suis incapable de vous dire ce qui sera nécessaire dans 60 ans en Guyane. Par contre, de vous dire, on va terminer un contrat de plan dans 2 ans, on va en réouvrir un autre, je sais que ce pont sera à ce moment-là nécessaire. Et c'est là où on doit en discuter. Et c'est l'importance de dire, voyons loin, mais en même temps répondant à l'objet de la vie quotidienne des gens, c'est-à-dire comment je vais au travail, que je ne perds pas 45 minutes. C'est bien d'avoir une vision globale, il faut l'avoir. J'y travaille avec mes services, mais quotidiennement, je dis qu'est-ce qu'il peut changer pour la vie des gens, et je pense que ce pont était nécessaire, parce qu'il y en aura d'autres, il y aura d'autres ouvertures, des adaptations, et je pense qu'honnêtement, un pont de 1976... Actuellement, il devait naturellement progresser, on le sait très bien, et j'espère que ces ponts que l'on va construire vont servir le plus longtemps possible à la société civile et pas automatiquement au génie des architectes et des ingénieurs. Ce troisième pont, c'est comme si on sort une carte de la Manche. Est-ce que c'est un bon compromis pour faire taire les critiques et c'est pas un compromis. Non, c'est pas un compromis pour faire taire les critiques. C'est un compromis, je dirais, pragmatique aussi. Parce que là, il y a urgence quand même à réaliser ce nouveau pont, dont les travaux vont démarrer cette année, pour justement entamer après les travaux de requalification de la route nationale 1. Et d'ailleurs, parce que si on ne le fait pas, on aura beau aménager, doubler, 2 fois 2 voies entre Soula et le pont, s'il n'y a pas de deuxième pont, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est une condition nécessaire pour pouvoir après poursuivre les travaux. Donc simplement, nous, dans la vision globale, il faut anticiper l'avenir. Et donc on sait qu'il faut faire ce pont pour pouvoir aménager la RN1. Mais il faut quand même d'ores et déjà commencer à étudier ce troisième pont qui viendra en remplacement pour ne pas que demain, dans 10 ans, je dis 5-10 ans, on se retrouve finalement avec un pont du Larivot, l'existant, qui est de nouveau un problème sur une autre pile, sait-on jamais, et qu'on se retrouve de nouveau avec un pont à 2 fois 1 voie. Et on aurait fait tout ça pour rien. Donc c'est pour ça qu'il est important d'ores et déjà d'étudier finement pour passer en phase travaux, je dirais, dans les 10 ans, parce qu'on sait le temps que ça prend en termes d'études, en termes de réflexion et de recherche de financement. Effectivement, on ne sait pas de quoi sera l'avenir, mais il faut le préparer, l'avenir. C'est la bonne échéance, Gilles Adelson, Jean-Marc Aimable, c'est la bonne échéance, 10 ans, pour construire ce troisième pont? En tout cas, c'est ce qu'attend la population. C'est le maximum. Monsieur le préfet va nous répondre. Maintenant, oui, dans nos conversations, il est clair qu'on ressent l'optique d'une vision globale. On parle de troisième pont, ça fait partie d'une vision globale. Soit on répond à une instance imminente à court terme, qui est cet ouvrage d'art, mais somme toute, aujourd'hui, la Guyane a tendance et est encline à avoir une vision à court, moyen et long terme. C'est pour ça qu'en l'occurrence, dans nos préconisations, et nous inviterons, nous l'avons proposé tant à la CTG qu'à monsieur le préfet et à tous les partenaires, c'est cette commission mixte ad hoc dans laquelle on associe le plus en amont possible la société civile structurée par des collèges tant institutionnels, économiques et de la société civile, de façon à ce qu'effectivement il y ait un assentiment général. C'est ça l'intérêt. Un projet structurant aujourd'hui, il faut qu'il y ait un assentiment général tant politique que pour les habitants. Et à ce moment-là, on a un projet de territoire qui évolue en toute quiétude et qui éviterait peut-être d'avoir des débats en fin de projet de la sorte. Mais ceci étant, la discussion est toujours intéressante puisque, comme l'a dit monsieur le préfet, c'est la première étape, il y aura d'autres étapes. Donc cette prochaine étape, nous, en tant que société civile,
nous aimerions être partie prenante. Gilles Adelson, je souhaite vous entendre sur cette question du troisième pont. Vous en parliez tout à l'heure, justement. Je l'ai dit, il y a eu un engagement et c'est cet engagement justement qui a permis donc d'accepter ou d'aller dans le sens donc de la construction donc de cet ouvrage présenté dernièrement. Oui. Voilà. Après, effectivement, en termes de temporalité, il faut faire, il y a l'immédiat, effectivement, il y a demain et après-demain. Aujourd'hui, nous avons donc des milliers donc de personnes qui usitent cette route, cet axe, qui avant se levaient à 6 h du matin pour arriver au boulot à 7 h. Maintenant, ils se lèvent à 5 h. Donc, il faut une réponse immédiate. La construction donc, de cet ouvrage est une réponse immédiate. Après, il faut penser à l'avenir. Comme je le dis très souvent, Macoria, aujourd'hui, c'est 15 000 habitants. Dans 5-10 ans, on arrivera donc à 20-25 000 habitants. Oui, la démographie, donc, la démographie, elle est ce qu'elle est. Donc, c'est effectivement répondre à une pression, à une souffrance de tous les automobilistes aujourd'hui par la construction donc, de cet ouvrage et prévoir effectivement la démographie, et le troisième pont est pour moi une des solutions. Juste aussi pour aller dans le sens de Monsieur le maire, c'est que le pont qui va être construit aura une voie verte, une voie pour les cycles, pour les piétons, une voie pour les cyclomoteurs, et donc ce sera vraiment sécurisé. Et l'actuel pont, au-delà de son tirant d'air, il n'a pas toutes ces caractéristiques de mobilité douce. Il ne permettra pas justement un transport sécurisé des vélos et des piétons, d'où aussi l'urgence d'en construire un troisième. C'est pour en avoir un qui soit aussi aux normes en termes de mobilité et de circulation avec tous les modes actifs. Oui. Ce troisième pont, il va ressembler à ce deuxième pont. Les études vont être rapides puisqu'on a déjà l'expérience des études de ce deuxième pont qui va être construit. Vous vous engagez là ce soir à nous dire que ce troisième pont, il va être construit dans des délais raisonnables ? Alors la première réponse, c'est que je souhaite que ce troisième pont ne ressemble pas à celui dont on parle. Car ça voudrait dire qu'on aurait laissé aux ingénieurs toute la partie sociologique de l'évolution des transports. Il est évident qu'en 5 ans, imaginons, il y a 5 ans, on ne parlait pas scooter électrique, on ne parlait pas vélo électrique, on ne parlait pas mobilité douce, on parlait d'autre chose. On ne parlait pas d'être seul dans une voiture avec 3 places vides. Donc il faut bien voir que la route, ce n'est pas que du goudron, ce n'est pas que du béton coulé, c'est une façon d'aborder ces mouvements dans un sens aussi de développement durable. Donc dire que ça sera le même pont, je peux dire non, car la société civile, qui est particulièrement suivie par l'État, dans la sociologie des déplacements, devra évoluer. Et si on faisait le même pont, on ferait une erreur foncière. Pour répondre ensuite à votre question, je dis souvent à mes équipes, ce n'est pas le comptable qui fait la stratégie de la boîte. Alors c'est un petit peu vulgaire, mais ce que je veux dire, c'est que la règle des 40 ans a peut-être un petit peu tronqué la base de réflexion. C'est comme si on disait, il est bon pour 40 ans. Ça ne veut pas dire grand-chose, sauf que techniquement, les gens s'engagent à un ouvrage qui assurera la sécurité de tout à chacun. Pour autant, il faut savoir évoluer avec son temps, sinon on sera encore un peu dans le hercynien, on vivra encore dans des grottes, on ne vivrait pas dans tout ce que l'on a su créer. Ce que je souhaite, c'est que ce troisième pont soit très rapidement réfléchi au vu des besoins du territoire, à la bonne taille. On a besoin de 20 000 je dirais, mouvements, on en sera 40 et 60 000 très rapidement. Ce département a une chance extraordinaire, il grossit avec 3,48% de population tous les ans. C'est-à-dire dans 10 ans, il y aura un tiers de Guyanais et de Guyanaises en plus, avec d'autres mouvements, peut-être réduits, peut-être que la voiture à une place existera et sera très disponible, etc., etc. Mais je ne suis pas dans le rêve. Je suis dans la conduite d'opérations, de sociologie, de financement qui seront partagés, et on a ces ressources de financement, comme je le précisais, la notion des contrats de plan, et d'ailleurs dans lequel est inscrit ce pont de la Rivaux, celui dont on parle, a été inscrit assez facilement parce qu'il y avait un besoin, une entente au niveau des élus, on avait besoin d'un ajustement. C'était une première étape, il y aura d'autres étapes, et il faut les plus courtes possibles, car sinon c'est la crédibilité de l'État, de la puissance publique, à ne pas répondre à la vie quotidienne des gens. C'est une course contre la montre qui est engagée, Isabelle Patient, pour que ce troisième pont soit effectif dans les délais les plus rapides, compte tenu de l'évolution de la démographie notamment. Oui, d'une certaine manière, il faut que les études commencent donc dès le prochain contrat de plan, qu'on acte des crédits. Le prochain contrat de plan, c'est en 2022. 2022. Oui, c'est sur combien d'années C'est sur combien d'années Ils sont tous les 2 ans maintenant. Avec une clause de revoyure tous les 2 ans, donc tous les 4 ans, avec une clause de revoyure tous les 2 ans, mais après qu'un plan de convergence plus long, qui doit être élaboré, qui n'est pas encore élaboré. Mais en tout cas, les contrats, c'est vraiment des engagements financiers de tous les partenaires, que sont l'État, la CTG, les collectivités.
Et donc là, il faudra qu'on se mette d'accord sur les priorités. Et je pense qu'en tout cas, ce troisième pan, ce sera une priorité, à l'instar d'autres aménagements sur la RN1, que ce soit sur Sosaba, on pourra aller plus vers Saint-Laurent. Il y a plein d'endroits, en tout cas, qui mériteront d'avoir vraiment des priorités en termes d'action et de financement. Oui. Et bien évidemment, l'aménagement de la RN1 au niveau de Macouria, bien évidemment. Ce troisième pont, il ne sera pas financé uniquement par l'État comme celui qui va être construit pour être opérationnel en 2024. Là, vous allez associer plus de partenaires cette fois-ci. On est un peu dans la technique budgétaire. Si vous voulez, souvent c'est 1 euro de l'État, 1 euro des collectivités. Et un contrat de plan, c'est un engagement autour de tas de projets. Après, on se répartit les tâches pour différentes raisons. Le dernier contrat de plan, c'est 295 millions d'euros. Donc on voit bien qu'un pont à 126 trouve naturellement sa place. On ne va pas le saucissonner comme par les budgétaires en 3, 4, 5, 6 plans. Et d'autant plus que lorsqu'il y a le dialogue entre le préfet et le gouvernement appuyé par les élus, et en fonction des grands projets qui sont nécessaires, ce contrat de plan, ce petit contrat de plan peut grossir ou être à sa juste dimension. Donc il faudra convaincre, ce qui avait été déjà fait par mes prédécesseurs. Je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas de nécessité, sachant que tout le monde l'a compris, un pont de 1976 dans 10 ans, peut-être il sera sûr, ça j'en suis certain, mais je crois qu'il y aura d'autres besoins et d'autres attentes. Et je crois que l'attente a été clairement définie, simplement on a peut-être oublié de la préciser. Nous passons à la troisième partie de cette émission, l'aménagement de la RN1, la route nationale numéro 1. Un pont c'est bien, mais si la RN1 reste en l'état comme il est aujourd'hui, ça ne va pas régler totalement les problèmes de circulation entre Macouria, voire Kourou et Cayenne. On écoute un des acteurs économiques majeurs de la Guyane à ce sujet, Olivier Mantez. Les gros travaux nationaux, depuis 30 ans, il n'y a eu que le rond-point de Balata. La population est passée de 100 000 à 300 000 habitants. Il est vraiment temps qu'on accélère. Le pont, c'est un élément, mais ce n'est pas ça qui réglera tous les problèmes des embouteillages. Il faut traiter le doublement national, il faut traiter tous les ronds-points entre Cayenne et Macouria. Donc il faut vraiment lancer les projets à fond. Le projet d'améliorer l'infrastructure routière dans cette zone ne date pas d'aujourd'hui. L'ancien maire de Macouria a souvent revendiqué les 2x2 voies sur la RN1. Et on peut dire que vous, Gilles Adelson, vous poursuivez le combat aujourd'hui. Ce n'est pas un combat, c'est une nécessité. Nous sommes au XXIe siècle. Mais la tâche n'est pas facile. La tâche pour convaincre les partenaires, notamment l'État. Ce sont des discussions. Il y a des parties d'aménagement qui sont prises par l'un ou par l'autre. Après, il y a toute la problématique financière qui doit venir en ligne de compte. Mais moi, effectivement, dans tous mes débats, je mets la partie financière à part. Il s'agit de l'aménagement d'un territoire, il s'agit d'apporter une amélioration à un cadre de vie, à une ville qui est en train donc de grossir, de grandir. Je rappelle que sur beaucoup de territoires en France hexagonale, on ferme des écoles. Nous, à Macouria, nous en construisons une pratiquement tous les 15 mois. Cela veut dire qu'il y a cette démographie, il faut en tenir compte. L'aménagement donc de la RN1, lors des discussions que nous avons eues justement avec l'État et plus particulièrement avec l'EFPAG et les différents cabinets, nous ont permis d'arriver à une solution. Déjà entre sous la 1 et sous la 2. Effectivement, au départ, il était prévu une voie rapide. Aujourd'hui, ce serait un boulevard urbain. C'est déjà acté. Maintenant, c'est toute la partie qu'il y a entre sous la 1 et la Pointe Liberté qui doit être aménagée. Nous attendons donc les différentes propositions, puisque lors de cette réunion, justement, donc de 2018, il avait été bien dit, et ça aussi répété lors donc des réunions d'information en 2019, que les riverains, tous ceux qui sont donc dans les lotissements qui jouxtent la RN1, auront des voies donc de délestage pour aller sur la RN1. Le tout maintenant, c'est d'arriver donc à définir de façon la plus précise possible et la plus optimale possible le positionnement des échangeurs ou des ronds-points pour permettre à toute cette population de rejoindre cet axe majeur pour pouvoir usiter soit vers Cayenne ou vers Kourou. C'est ça toute la problématique actuellement. Isabelle Patient, quelle est la part de la CTG dans ce projet d'améliorer la RN1 ? C'est un projet global qu'on avait établi avec l'État. À l'époque, c'était le plan de modernisation des infrastructures. Et donc, on avait identifié les priorités, donc les principaux nœuds à devoir lever, notamment l'échangeur de Balata, qui a été construit, comme l'indiquait M. Montez, mais également l'échangeur de Maringouin, la deux voies Balata-Proct et l'aménagement de la RN1. Donc, c'est sur la partie, on va dire, Grande Île de Cayenne, CACL.
Donc on a engagé ces travaux-là, l'échangeur de Balata. Simplement Maringouin, on a eu des difficultés avec l'État central qui n'a pas validé les hypothèses, donc c'est un projet qui est très complexe à monter. Il date de quelques années déjà, ce projet de Maringouin notamment. De Maringouin, c'est vraiment une question viaduc, je crois qu'il fallait construire à ce niveau. L'idée c'était d'avoir 2 viaducs de part et d'autre de l'îlot central qui est aujourd'hui le giratoire de Maringouin. Et l'État ne vous a pas suivi C'est pas une question de suivi, après c'est une question de normes techniques au sein du réseau routier national. Il y a une validation au niveau central par rapport aux normes de sécurité. Et comme c'est une zone où il y a beaucoup de scooters, de piétons, il y a des entrecroisements, ça a été assez complexe. Donc là, on aboutit enfin avec un retour positif de l'État central. Donc Maringouin, c'est bon, on pourra enfin démarrer. Et la 2x2 voies à Balata-Procte, c'était aussi, on a commencé de ce côté-là parce que les Matouriens aussi souffraient. Et donc là, il fallait acquérir le foncier, après dévoyer tous les réseaux d'eau potable, les EDF. Donc là, vous avez vu que les travaux quand même ont été bien engagés. Et là, pour la RN1, il fallait simplement attendre que le pont démarre. Parce que les travaux de la RN1 dépendent du pont. C'est basique. Tant qu'il n'y a pas le pont, ça ne sert à rien d'élargir la RN1 derrière. Le goulot d'étranglement, sinon, on aura un goulot. C'est déjà un goulot d'étranglement. Donc on empirerait les choses, puisqu'on arriverait avec 2 voies qui arriveraient sur un pont unique. Donc c'est pour ça que l'ordre avait été fait dans ce sens. D'ailleurs, j'oublie aussi, il y a toute la partie RN2, c'est également le pont de la Comté, qui a été aussi réalisé, qui a été remplacé. Et là, maintenant, on va continuer à travailler sur les virages en sortant du pont de la Comté. On commence quand en allant vers l'ouest. Pardon, excusez-moi, c'est bon, vous avez fini. Non, c'est bon. On commence quand, Thierry Kefelec, tous ces travaux du côté de Maringouin, la crique fouillée également, je crois. Toute cette zone-là qui sort du viaduc de Balata jusqu'au rond-point Maringouin. C'est ça ? Les FAG, qui en gestion de foncier, a commencé à préempter l'ensemble des terrains nécessaires et qui ont été validés techniquement. Pour le pont, les travaux peuvent commencer à partir du 2e semestre de cette année. Les marchés vont être notifiés. On attendait évidemment cette décision, cette concertation. On ne pouvait engager l'État dans un projet qui n'était pas recevable. Mais sinon, on anticipe toujours ce travail en temps masqué. C'est les terrains, ils sont travaillés, les PFAG les a en dotation. Jean-Marc Aimable, cette fois-ci, vous avez été associé. On a pris votre attache pour savoir si le projet était bon. Tout de suite, notre devoir, c'est de rendre compte. Et ce soir, je pense que les téléspectateurs seront satisfaits d'entendre qu'il y a énormément de choses en cours. Parce que ce sont de vraies attentes. Ce ne sont pas des promesses, cela dit. Je veux bien entendre. Parce que bien souvent, on a droit à des promesses et puis finalement, les promesses ne sont pas tenues. On voit les travaux démarrer, voilà. C'est simple. Voilà, c'est oui, il y a tellement de travaux à faire et puis ça dure depuis tellement d'années. Vous voyez concrètement, projets, on entend parler de projets depuis tellement d'années. On parle depuis longtemps. Il y avait une voie. C'est une préoccupation essentielle. Oui, mais il y a beaucoup de priorités, cela dit. Mais la RN1, vous me direz, lors d'une discussion, on a parlé de la RN1 et je pense au maire de Montigny qui parlait de la RD5, qui est aussi un vrai problème. Qui est un véritable problème en tant que tel. On a eu souvent, d'ailleurs, même les acteurs économiques, notamment les acteurs agricoles, souhaitaient aussi qu'il y ait une vraie réflexion sur la réhabilitation de la RD5, par exemple. Notamment en termes de tonnage, 19 tonnes. Ça a été demandé d'ailleurs de la part du maire de Montigny-Tonnet-Grande. Mais néanmoins, donc, tout ça, c'est l'émanation d'attentes de la population. C'est l'émanation de tous les acteurs économiques, de tous les acteurs de la société civile. Et la RD5, la RN1, moi j'étais très très jeune, j'ai toujours entendu parler de cette 2x2 voies. Il n'y a pas besoin de... Ça fait au moins 30 ans. Je pense que sous l'époque de Serge Adelson, on en parlait déjà. C'est pour vous dire à quel point l'attente, elle est imminente. Elle est essentielle pour le bien-être des habitants, sachant qu'on connaît l'essor démographique, les projets de développement en cours qui arrivent par-ci et par-là, le développement de l'Ouest. Parce que l'Est, il y a aussi, aujourd'hui, il faut prendre en considération tous ces apports, donc il est essentiel qu'on puisse y répondre. Donc nous sommes totalement favorables en la matière. Alors cette 2x2 voies, elle ira jusqu'où ? Jusqu'à Kourou ? Non, c'est inscrit dans le SAR. En termes de planification, il est prévu dans le SAR qu'il y ait un doublement de la RN1 jusqu'à Kourou. Ça, c'est inscrit en termes de planification. Maintenant, en termes de maquette budgétaire à ce stade, la première phase, je dirais, c'est un phasage. C'est jusqu'à Soula. Ça, c'est la première étape. C'est vraiment la zone où, quand vous prenez vous voyez les bouchons, il y a des gens qui habitent de part et d'autre. Sablan, Soula, c'est là qu'il y a vraiment un afflux important de voitures. Et c'est vraiment l'endroit qu'il faut traiter en priorité, comme l'indiquait M. le maire. C'est vraiment la zone sensible. Et après, il y aura d'autres étapes. D'accord. C'est ça, l'idée, c'est d'aller par étapes. Est-ce que ces étapes sont programmées d'une certaine manière ? Parce que la population de Kourou, elle aussi, elle a des attentes et elle grossit chaque année. Elle grandit.
Il y a de plus en plus de monde. Il y a de plus en plus de monde sur la route entre Kourou, Makouria et Cayenne. En fait, il faut commencer par le principal verrou. Si vous voulez, il faut faire sauter les verrous au fur et à mesure. Donc c'est le pont, c'est même, je dirais, la portion de la RN1 entre Balata et le pont aussi, dont on ne parle pas beaucoup, mais qui est importante, hein, parce qu'il y a quand même des enjeux avec la centrale du Larivot, la sortie de la Chaumière, et à terme, il y a toute la... jusqu'au bourg de Matoury d'ailleurs. Oui, mais enfin, pour parler de la RN1, en tout cas, c'est vraiment cette zone-là qui doit être aménagée. Déjà, c'est la première section, je dirais, qui est importante. Après, il y a le pont. Et après, il y a toute la zone, c'est par étapes. Donc, quand on aménage après le pont, on peut aménager des portions. Et donc, si on fluidifie, on traite les bouchons, les gens qui arriveront de Kourou, ils arriveront beaucoup plus vite à Cayenne. Parce que les raisons des bouchons, en fait, à ce stade, c'est beaucoup lié à Soula. Et à Soula-Sablan, c'est cette zone où il y a beaucoup d'entrées-sorties sur la RN1. On a bien envie de savoir... C'est le vrai problème, en fait. On a bien envie de connaître le calendrier de tout cela. Ça, c'est vraiment les contrats de cohésion dont on évoquait tout à l'heure. Là, il y a déjà une phase, en fait, qui est inscrite actuellement, qui est financée. Cette partie-là, je dirais que c'est que l'État sur la RN1. Et la CTG intervient sur Maringouin et sur la 2x2 voies. Donc le contrat de cohésion, c'est vraiment d'arriver à mettre les priorités et de voir combien on met chacun. Et notamment sur ces portions-là, et on phase en fonction des disponibilités budgétaires. Alors, Thierry Kefelec, les travaux d'aménagement de la RNE sont déjà prévus dans le prochain contrat de cohésion ? Mais on va en discuter et on va arrêter les priorités jusqu'où on doit aller en fonction des masses budgétaires. Il faut comprendre qu'on parle de route, l'infrastructure est très importante. Actuellement, le département a besoin de 6 000 logements sociaux. Par an, on en construit 3 000. Voilà des vraies questions que l'on doit se poser et on va faire des choix. C'est-à-dire des choix en priorisant. Évidemment, on peut faire des routes qui amèneraient nulle part. Mais lorsque l'on parle de Soula, là, on a besoin de routes parce que là où on met les gens à être logés, s'ils doivent bouger pour aller travailler, il leur faut des routes. Si on met des zones d'activité à côté des logements au plus court. Donc on voit bien que l'aménagement du territoire est quelque chose dans lequel il ne faut pas éloigner la personne où elle vit et où elle travaille. Donc ce sont toutes ces tendances qui vont contre les années 70-80, où il fallait mettre les cités dortoirs autour de Paris, et si possible, il fallait au maximum bouger les gens, soit par métro souterrain ou autre chose. Toutes ces normes-là, elles évoluent très rapidement, parce que les gens maintenant souhaitent même aller en vélo électrique à leur travail. Donc les distances sont différentes. Donc c'est pas de dire il n'y aura pas de RN1, il y aura naturellement. C'est la horte du cœur de la Guyane. Après, il y a des ramifications qui vont se créer avec des gains de terre, des développements successifs qui fait que les gens maintenant n'habiteront pas dans des tours de 15 étages. C'est terminé. Les gens veulent des ouvertures, des rez-de-chaussée. Donc il faudra plus de terrain, plus de maillage. Donc là-dessus, cette route-là, ces vénules en quelque sorte autour de la horte vont se créer au fur et à mesure des attentes des gens, sous la coupe aussi des maires, l'ensemble des élus, de définir leur espace dans les PLU, dans lesquels ils veulent faire vivre leur population et ce pourquoi ils sont élus. Oui. Gilles Adelson, les projets de construction de logements vont beaucoup plus vite dans votre commune que les projets d'aménagement de cette fameuse route RN1, pardon. Ça fait effectivement, ce sont donc des problématiques. Ce n'est pas simplement un problème de logement. Vous savez, quand on parle d'aménagement, il faut voir les choses de façon globale. L'aménagement du territoire, ce n'est pas simplement, comme ça a été dit tout à l'heure, des routes et puis donc des voies d'accès. C'est savoir véritablement qu'est-ce que l'on fait et où on met la population. Aujourd'hui, pendant la dernière mandature, nous avons travaillé effectivement sur la cohésion de Soula, pour faire en sorte que cette partie donc, du territoire donc, de Makouria, parce que Makouria, ce n'est pas simplement que Soula, cette partie donc, du territoire puisse vivre d'une manière la plus agréable possible. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler sur le chef-lieu donc, de Makouria qui s'appelle Tonat, avec cette extension entre Tonat et Préfontaine. Nous avons déjà commencé donc, à alerter les services de l'EFPAC avec lesquels nous travaillons sur l'obligation qu'il y a donc que ce doublement ou que cette modernisation donc, de la RN1, je préfère éviter le terme doublement, modernisation donc, de la RN1 arrive à Tonat. Parce que d'ici quelques années, nous aurons effectivement un afflux donc, de population sur Tonat, sur le secteur Tonat-Préfontaine. Donc effectivement, c'est cette anticipation. Et phase par phase, aujourd'hui effectivement, ce doublement ou cette modernisation arrivera au niveau donc de la Carapa
au niveau de la Carapa. Et maintenant, c'est la prochaine étape sur laquelle doivent se pencher tous les acteurs, c'est arriver à Tonat. Alors on sait que le début des opérations est soumis à la modification des PLU, plan local d'urbanisme. Est-ce que celui de Makouria est modifié? Celui de Makouria est en cours de modification. Il est en étude actuellement. Il doit être approuvé d'ici la fin de l'année. Le PLU de Matoury également doit être modifié pour permettre aux travaux d'avancer. Vous avez mon espoir que tout ça sera rapidement mis en place pour commencer. Bien sûr, ce sont des actes administratifs qui regroupent la volonté et qui sont portés ensuite à être un squelette. Et dessus, on va greffer les muscles. Les muscles en fonction des différentes décisions. Et ce squelette peut être un guide sur plusieurs mandats, du même maire, deux maires qui changent. Mais en tas de cause, les gens vivent vraiment leur idée, parce qu'ils vivront plus qu'un mandat de maire, ils vivront leur idée complètement en étant rassurés. Et ensuite, ce qu'on appelle un document posable, c'est-à-dire qu'on peut s'opposer, mais en même temps, sa valeur plutôt de force, et ce qui permet toujours de continuer et d'éviter ces à-coups que de plus en plus la population ne supporte plus. L'impact écologique de ce nouvel ouvrage qui sera construit. On écoute tout de suite Garance Lecoq. Elle est coordinatrice de l'association Guyane Nature Environnement. Notre principal problème, c'est que le projet du pont du Larivot est évalué sur son aspect environnemental seulement sur ce projet-là. Et en fait, on en a parlé beaucoup pendant cette réunion. Il y a beaucoup de projets qui font partie du SAR, et comme par exemple le doublement de la RN1, la centrale du Larivot, enfin en tout cas des grands projets structurants de territoire qui vont aussi avoir des impacts environnementaux. Et les impacts environnementaux cumulés n'ont pas été, à notre sens, suffisamment étudiés. Thierry Kefelec, est-ce que toutes les dispositions seront prises pour réduire l'impact de ce pont sur l'environnement? En tout cas, je ne peux répondre que oui, parce que la loi oblige le préfet, avant de signer, à engager l'ensemble de ce qu'on appelle l'autorité environnementale. Elle est garante que les travaux se feront au mieux de l'intérêt de tout un chacun. Depuis la notion faunistique, au niveau des animaux, parce qu'on a une partie fluviale, et au niveau aussi du travail quotidien des gens. C'est comme si vous me posiez la question, est-ce que la sécurité du travail sera assurée sur le pont par les entreprises? Je répondrai oui, tout autant que le système environnemental. Mais là où il y a un grand intérêt, c'est que la construction d'un pont, c'est une succession d'actes administratifs. Et s'il y a la moindre opposition, au niveau environnemental, le moindre doute, on peut aller au tribunal administratif, et là, la justice tranche, et ensuite, on continue ou pas les travaux. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a aucun intérêt à arrêter sur une erreur technique, de sorte d'écarter un morceau de loi que l'on connaîtrait parfaitement pour une raison qui m'échapperait, parce que n'importe qui peut aller au tribunal administratif et arrêter tout type de chantier. Donc, si vous voulez, le risque pour nous, dans la maîtrise d'ouvrage et d'œuvre, c'est de ne faire aucune faute réglementaire. Et en plus, on est dans un état de droit. Donc l'environnement est un droit et on sait l'appliquer dans l'ensemble des grands travaux d'infrastructure. Alors justement, quelles seront ces dispositions qui seront prises? Qu'est-ce qui sera fait? Alors il y a un catalogue de dispositions d'entreprise, et d'ailleurs c'est une des questions qui ont été posées. Ça va jusqu'à la vitesse de rotation de ce qui va faire des trous dans le hercynia pour trouver le socle le plus dur, afin de ne pas tromper, si vous voulez, la vigilance de toute la faune aquatique. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une précision millimétrique, on est là pour installer, on n'est pas là pour détruire. Donc automatiquement, on sait qu'il y a une faune petite, invisible, visible, tout palpable. Dans cet état de cause, tout est pris en compte au niveau des bruits, au niveau des matières, au niveau aussi du recyclage de l'ensemble des matériaux qui sont escavés, qui sont destinés à l'ensemble des chantiers. Donc si vous voulez, c'est vraiment des techniques très pointues qui nécessitent des spécialistes que l'on a. Et si vous voulez, le dernier acte que j'attendrai, c'est ce qu'on appelle l'autorisation de l'enquête environnementale. Et à ce moment-là, je suis sûr de faire un acte de droit au nom de l'État. Jean-Marc Aimable, le CESEG s'occupe également des questions environnementales. Une réaction sur cette question de l'environnement? Nous faisons totalement confiance au maître d'ouvrage. De toute façon, il y a des règles. Donc il est essentiel que ces règles seront applicables. Sinon, effectivement, les travaux ne pourront pas avancer. Donc, et nous avons des représentants dans l'environnement au sein de notre assemblée qui seront extrêmement vigilants quant à l'impact environnemental. Mais si je puis me permettre, je vais rebondir sur un autre point. C'est l'impact économique. Puisqu'il est normalement essentiel qu'il devrait y avoir 1000 emplois directs et indirects, si mes souvenirs sont exacts. Nous serons extrêmement aussi vigilants en la matière, puisque nous représentons la société civile, à ce qu'il y ait de la création d'emplois locales, toutes filières confondues,
Et ça aussi, c'est un enjeu extrêmement, c'est un des enjeux extrêmement importants pour ce type de projet. Donc nous nous associerons avec tous les partenaires essentiels parce qu'il en va aussi de la création d'emplois, de la formation de notre jeunesse, qu'ils puissent être acteurs d'un tel ouvrage et qu'ils puissent contribuer bien, effectivement, de façon tout à fait harmonieuse au développement du territoire. Comment peut-on revendiquer l'emploi local alors que nos frontières sont ouvertes à tous les pays européens ? D'une façon très simple, c'est que dans tout appel d'offres et le code des marchés publics, il y a un petit paragraphe qui autorise à ce que l'emploi local soit privilégié dans certaines thématiques et dans certains volumes. Donc on peut répondre à un appel d'offres européen, mais pas d'Amérique latine, uniquement, je tiens à le préciser, ça aurait pu être le cas. J'ai exercé dans le Pacifique, la Nouvelle-Zélande et l'Australie intervenaient sur le territoire dont j'avais la charge, mais ici techniquement, c'est un appel d'offres qui est tourné vers l'Europe et on peut mettre ces clauses-là. Elles existent car évidemment, le souci, c'est pas que quelqu'un de l'extérieur vienne encaisser un très gros chèque, passez-moi l'expression, et que les autres personnes qui aimeraient bien travailler dans leur qualification voient passer le travail. Cette clause, elle sera véritablement actionnée parce qu'il y a des précédents, notamment en matière de clauses sociales, qui ne sont pas toujours actionnées par les donneurs d'ordre en Guyane. Alors après, je vois que la notion du contrôle, dans l'appel d'offres, elles y sont. Après, le grand groupe qu'il prend a des filiales, et c'est là où l'inspection du travail va vérifier que ces clauses sont bien respectées. On voit bien qu'il y a la confiance, la loi, l'application de cette confiance, et après, la notion de contrôle a priori. C'est-à-dire que là, juste dans le moment où ça se fait, l'État est capable de contrôler, même si c'est un marché d'État. Alors on a entendu en début d'émission le représentant du comité régional des pêches, Georges-Michel Caram, s'inquiéter concernant l'impact de ce projet sur la pêche. Est-ce que vous partagez également, ces inquiétudes? Par exemple, vous, Gilles Adelson? Ça a été expliqué lors de la présentation, effectivement. L'ingénieur en charge donc, du projet a reconnu effectivement qu'il y aurait un impact, mais qui techniquement il serait mis en place un certain nombre de process pour limiter au maximum l'impact sur la faune locale. Mais je comprends effectivement l'inquiétude que peut avoir Georges Michel à ce niveau-là, puisque bon, par rapport à ce qui se passait avant, aujourd'hui, en ce XXIe siècle, les techniques ont évolué, les prises en compte ont été évoluées, les contrôles aussi sont différents. Donc il y a tout lieu de croire effectivement que tout sera mis en place pour que l'impact soit le minimum possible. Isabelle Passion, une réaction là-dessus? Exactement comme monsieur le maire, c'est qu'il y aura des impacts. De toute façon, il y en aura. C'est obligatoire. On va quand même rentrer dans la rivière. On est obligé de faire un pont, on va creuser des trous, ça aura des impacts. Après, il y aura des mesures compensatoires qui seront mises en place par l'État pour limiter au maximum les nuisances, comme tout maître d'ouvrage. Quand on fait un projet, on limite au maximum les nuisances sur l'environnement. Et une fois les travaux terminés, il y aura naturellement aussi une reconquête du milieu naturel par toute la faune qui est là. Pendant les travaux, ils seront perturbés, mais après, une fois les ouvrages terminés, ça se remettra en équilibre, entre guillemets. Ouais. Mais il est nécessaire de faire les ouvrages. Quelles peuvent être les mesures compensatoires à destination des professionnels de la pêche notamment? Il peut y avoir à ce moment des repeuplements, mais ce sont des notions que l'on va étudier au fur et à mesure. Il peut y avoir on peut perturber la vie, c'est-à-dire que des poissons qui, pour différentes raisons, vont être un peu dérégulés. Et à ce moment-là, il y aura sûrement des prélèvements, comme on sait faire sur la faune, on sait le faire sur d'autres domaines, et on voit s'il y a, par rapport à l'impact envisagé, il y a l'impact constaté, et après là, on compense. Donc il peut très bien y avoir des repeuplements de poissons, un peu forcés, de faire attention, de travailler sur les mangroves, de travailler sur la reconstruction d'espaces naturels qui permettront à des espèces qui auraient été amoindries de pouvoir se reconstituer à plus grande vitesse. C'est tout ce travail assez méticuleux, et on voit bien d'ailleurs que l'intérêt de la discussion du pont, c'est qu'on touche à la fois au béton, à la profondeur, à la notion des transports, à la notion du logement social, de l'aménagement du territoire, et on parle même de la faune aquatique que personne ne voit lorsqu'il traverse le pont. Donc on voit que ce projet est vraiment un projet à 360 degrés, et c'est là tout l'intérêt, c'est que les gens ont conscience que tout acte a des conséquences, et sans le minorer, les gens prennent de vraies précautions et sont à la fois des bâtisseurs à nos côtés. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous allons faire un tour de table pour vous permettre de conclure chacun pendant une minute. On commence avec vous, Gilles Adelson. Conclure.
Il n'y a pas de conclusion. Au contraire, ce n'est qu'une première étape. Donc, il faut continuer l'aménagement de ce territoire et pas simplement avoir une vision sur un objet qui est le pont. C'est tout l'aménagement de la RN1 depuis Saint-Georges jusqu'à Saint-Laurent qui doit il y a RN1 et RN2 qui doit être pris en compte avec bien sûr la concertation qui va bien avec les différents édiles des communes en fonction des PLU, en fonction de l'évolution de tous les territoires. C'est un challenge. Nous avons un territoire à construire. Il faut y aller. Un challenge qu'il faut relever, Jean-Marc Aimable. Oui, et ce challenge, s'il pouvait être relevé avec la participation de la société civile, je tiens à vous remercier de nous avoir invités officiellement, parce que c'est le fruit d'un travail participatif qui n'a auguré aucun obstacle et qui aujourd'hui est extrêmement fier de pouvoir être partie intégrante d'un projet de société qui touche la vie de tout un chacun. Isabelle Bassia, moins d'une minute. On poursuit en tout cas les travaux pour la population, pour fluidifier la circulation, pour aménager le territoire. Et le but, c'est aussi, on acte ce 3e pont. Et là, tout sera parfait. Thierry, c'est poursuivre cette méthode de concertation qui fait que je serai peut-être le dernier préfet à être cité comme étant intéressé au pont de la Rivaux. Mais j'espère qu'il y en aura d'autres, évidemment, pour ce 3e pont que tout le monde a le souci d'attendre et de construire dans sa tête déjà. Merci à vous tous d'avoir répondu à notre invitation et merci pour ce débat. Merci à vous également, chers téléspectateurs. 973, le débat 973 revient la semaine prochaine, mardi prochain. Très bonne soirée à tous, à bientôt.